Donc, attends. Donc, Yves, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement et nous en dire un petit peu plus sur cette recherche? Une seconde, j'allume le son. Oui, bonjour à tous. Yves Bardon d'Ipsos. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc, je travaille au sein de l'Ipsos Knowledge Center, qui est une entité au sein d'Ipsos qui regroupe toutes les informations qui sont publiées à l'échelle internationale, puisqu'Ipsos est présent dans 90 pays, comme vous le savez ou pas. Et effectivement, je suis très content de participer ce matin à la table ronde avec un défi, c'est de parler de la société française en 10 minutes et d'aborder les choses en deux points, voire trois, à partir d'une première réflexion sur, depuis cette crise, puisqu'il paraît qu'on est en crise, mais enfin pour les plus anciens d'entre nous, on est en crise depuis les années 75, donc c'est un mot auquel on s'est un petit peu habitué. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé? Si vous permettez, je vais commencer avec ce qui n'a pas changé en essayant de couvrir un maximum de champs, puisque vous le savez, chez Ipsos, on fait des études sur l'opinion, le marketing, la communication publicitaire et toutes sortes de dimensions des comportements, justement. Premier point qui est important parce qu'on a eu tendance à le relativiser justement depuis l'année dernière, c'est la sensibilité des Français aux problématiques environnementales. Ce qu'on voit, c'est que ces préoccupations n'ont pas cessé d'augmenter depuis 10 ans, puisque par exemple 5% en 2011 se préoccupaient du changement climatique. Aujourd'hui, c'est en juillet 2021, c'est 24%. En 2011, on avait 7% des Français qui se préoccupaient des menaces à l'égard de l'environnement. Aujourd'hui, c'est 14%. Donc, évidemment, comme on a eu cette situation particulière créée par la Covid et que les gens se sont particulièrement inquiétés des conséquences en termes d'emploi, de chômage, de crise économique, etc., évidemment, ce sont des dimensions qui sont venues avant. Mais de manière constante, on voit que les gens sont très préoccupés par ce qui se passe au niveau planétaire et ce qui s'est passé notamment avec les inondations, toutes les images qu'on a vues cet été en Europe, tout ça a largement amplifié les craintes à l'égard de l'environnement, du climat. Et on voit par exemple que, comme Jérémy le disait, quand on demande aux gens ce qui va se passer, on voit que l'environnement va, enfin, les problématiques environnementales vont plus impacter leur vie. C'est très important parce que c'est la première chose qui vient quand on leur demande spontanément ce qui risque d'arriver. Hein. 24% le place en impact plus en numéro un. Deuxième chose qui n'a pas changé, c'est la progression continue des achats bio, 6,4 milliards de chiffre d'euros de chiffre d'affaires en 2015, 11,9 milliards en 2019, 13,2 milliards en 2020. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment installé dans le paysage. Troisième élément, puisqu'on parle de comportement et de communication et d'information, c'est la défiance. On est dans une société incroyablement défiante à l'égard de tous les acteurs de la société de consommation parce que ça s'alimente de tous les scandales alimentaires, pharmaceutiques, ça va du Prion à la vache folle en passant par le Mediator. Enfin, on est une société incroyablement défiante à l'égard de tout. Et évidemment, ce qui a été dit depuis l'année dernière avec les histoires du masque qui n'était absolument pas utile. Écoutez ce que c'est de la prospective de comportement consommateur. Le masque qui était totalement inutile, qui est devenu obligatoire, le pass sanitaire en avril de 2021, il faut rappeler qu'il ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Depuis, ben, on voit où on en est aujourd'hui. Donc, on est vraiment extrêmement défiant. Donc, un, sensibilité constante aux problématiques environnementales. Deux, le bio qui s'est installé. Trois, la défiance. Quatre, extrêmement important, c'est la sensibilité au prix. Et on verra que c'est extrêmement influençant en termes de comportement parce que le bio, enfin, l'idée qu'il faut payer plus pour que ça soit naturel est quelque chose qui est quand même assez compliqué dans l'esprit des gens. On voit que toutes les dépenses préengagées, les dépenses contraintes, ont progressé, se sont installées là aussi comme un poids constant dans le revenu des ménages, puisque 27% des dépenses préengagées
en 2001, 32% en 2017, c'est-à-dire à peu près, enfin plus de 36% aujourd'hui. Donc c'est très important, évidemment, le logement est ce qui pèse le plus dans l'histoire. Et puis, dernier point, c'est l'attente de plus d'informations pour passer à l'action. Et on a vu, comme Jérémy le disait, 43% des Français estiment qu'une meilleure connaissance de l'environnement et des enjeux climatiques est ce qu'il y a de plus susceptible de faire évoluer durablement les comportements devant le sens des responsabilités de chacun et le respect de l'intérêt général, 40%, et 34% qui évoquent une agriculture raisonnée. Donc ça, c'est ce qui n'a pas changé. Maintenant, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui peut influencer les comportements? Premier point, la Covid-19 a montré une incroyable, inattendue, insoupçonnée vulnérabilité. C'est le premier point. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'être fort, d'être un pays dans lequel les choses se passaient plus ou moins normalement depuis des années et des années. Et cette Covid a fait irruption dans notre vie et a accéléré, a révélé, a manifesté l'état réel des choses. Il faut quand même rappeler que les confinements, les couvre-feux ne sont fondés que sur le fait qu'il n'y a pas assez de lits de réanimation. Donc ça a mis sur la table l'état réel de l'hôpital, de l'éducation. Ça a montré tout ce qui se passait dans le pays. Et donc ça pose la question de l'anticipation. L'anticipation, alors évidemment, ça concerne plus les entreprises, les autorités, le gouvernement que les consommateurs eux-mêmes. Parce que c'est un champ. Ce qui est intéressant aussi dans l'histoire des comportements, c'est la problématique de l'échelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle et qu'est-ce que les entreprises sont en mesure de faire à leur propre échelle. Deuxième chose qui a changé et qui peut aussi influencer les comportements, c'est qu'on a vu, notamment avec le premier confinement, toutes les disparités être révélées, disparités économiques, géographiques, culturelles, tout ce qui existe en France. On a vu à quel point, entre les propriétaires et les locataires, les gens dans des grandes villes ou les gens à la campagne, les gens qui ont des résidences secondaires ou ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont la possibilité du télétravail ou non, on a vu véritablement la démographie, la cartographie, la situation du pays. On voit aussi la réalité. Par exemple, la réalité, c'est que 9 actifs sur 10 ont gardé le même mode de transport qu'avant la crise et que 65% des Français utilisent toujours une voiture individuelle. Donc, il faut être extrêmement réaliste. C'est-à-dire que les discours généraux où on parle de trottinette et de vélo, ça va très bien pour un urbain aisé, mais il faut tenir compte aussi de tous les facteurs qui ont créé les gilets jaunes. Donc, il faut être extrêmement réaliste quand on communique. Troisième chose qui a changé, c'est l'installation du risque dans la vie. C'est-à-dire que les gens se sont dit, nous avons compris que nous n'étions pas invulnérables, ça c'est le premier point. Nous avons compris que nous ne vivions pas tous la même chose et nous avons compris que d'autres risques étaient possibles. Et on voit par exemple que 76% des Français pensent que le changement climatique provoquera une crise aussi grave que la Covid-19. Quatrième chose qui a changé, qui était déjà installée dans le paysage mais qui s'est vraiment amplifiée, c'est la recherche de sécurité maximale, et notamment dans le domaine alimentaire. Alors, on l'a vu avec les compléments nutritionnels, l'essor extraordinaire des compléments, et notamment de la vitamine D, puisque vous vous souvenez qu'à un moment, on disait que pour éviter la Covid, il fallait se nourrir presque exclusivement de vitamine D. On voit aussi que les gens veulent des produits plus sains, plus respectueux des saisons et des produits plus locaux. On a fait cette enquête Omnibus Ipsos facteurs humains et écologie, et effectivement, on voit que 34% des Français disent vouloir changer leur alimentation, consommer des produits de saison, locaux, biologiques, manger moins de viande. Et le bio, de ce point de vue-là, c'est de la pensée magique parce que ça synthétise à peu près tout. On s'imagine parce que c'est bio, c'est local, c'est sain, ça va faire du bien à notre corps et on va retrouver finalement toutes les vertus des aliments d'avant qui n'étaient pas transformés comme aujourd'hui. Et cette recherche de sécurité, elle explique les comportements comme faire soi-même, cultiver soi-même pour ceux qui peuvent, qui ont un jardin, parce qu'on sait ce qu'on fait. Donc ça, c'est un point très important, c'est cette information sur le produit, sur son histoire, son origine, sa nature, au sens propre du terme, parce qu'on veut se sentir rassuré.
Et puis, cinquième point qui est important, c'est que d'autres phénomènes sont prévisibles, d'autres phénomènes sont probabilisés, particulièrement au niveau du réchauffement climatique, avec toutes les problématiques de ressources, d'inondations et de tempêtes, d'élévation du niveau de la mer, avec quelque chose dont on parle assez peu, mais que j'ai découvert, mais qui est quand même extrêmement grave quand on y réfléchit, c'est ce qu'on appelle l'effet de Biseau, c'est-à-dire l'eau de mer salée qui arrive dans les nappes phréatiques, ce qui rend l'eau impropre à la consommation et à l'irrigation. Voilà toutes les problématiques qui sont devant nous. Donc, réchauffement de la planète, ça c'est parfaitement clair. Et puis d'autres choses qu'on a tendance à complètement oublier, c'est le vieillissement de la population. Il faudra quand même adresser ce sujet. C'est toute la problématique du service, des EHPAD. Enfin, c'est un sujet absolument énorme. Et puis toutes les problématiques sociales. Donc, ce qui peut changer, mais ça c'est plus du point de vue des autorités que des consommateurs, c'est aussi arrêter la politique de l'autruche. Donc voilà, pour ce qui n'a pas changé, voilà pour ce qui a changé. Et en conclusion, 3 questions qui sont assez intéressantes. On nous a beaucoup parlé du monde d'après. La question sera évidemment, sera-t-il vertueux? Et en contrepartie, est-ce que le monde d'avant était vicieux? C'est un vrai sujet. Et puis maintenant, quels sont les changements durables? Parce que la plupart des changements, ils ont été effectués sous contrainte, parce que nous étions, soi-disant, dans un pays en guerre, magasins fermés, accès interdit, un lexique de stress absolu avec couvre-feu, etc. On est encore avec un pass sanitaire. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que quand on s'intéresse à l'histoire des sociétés, quand on s'intéresse à l'anthropologie, notre tendance en tant qu'être humain, c'est gagner en aisance matérielle. Si on réfléchit de la caverne au shopping mall le plus fantastique qu'on puisse imaginer, la trajectoire, notre histoire, notre aspiration fondamentale, c'est gagner en confort, c'est gagner en bien-être, c'est gagner en plaisir. Évidemment, selon l'étage de la pyramide de Maslow où on se situe. Mais on voit quand même que l'aspiration fondamentale, c'est d'être bien, c'est d'être heureux. Et on le voit dès que le couvercle a été levé, les gens se sont mis à consommer. On l'a vu en Chine avec la journée célibataire, on l'a vu en France aussi, avec le Black Friday 2020, il a été décalé, vous vous en souvenez, mais les achats online du 30 novembre au 6 décembre 2020 ont progressé de 20% par rapport à 2019, et cette tendance de la consommation du Black Friday, elle est pérenne, puisque chaque année, c'est davantage. Donc on a beau décrier la société de consommation et le désir de consommer, on a beau parler de décroissance, etc., on voit quand même que l'aspiration fondamentale, c'est de se faire plaisir, c'est de partir en vacances. On a vu que les gens, cet été, s'étaient déplacés. Quand on parle des embouteillages en France en été, c'est par milliers de kilomètres que ça se passe. Et ce qui est amusant, c'est de voir qu'on parle de responsabilité, mais on n'a jamais autant consommé de jetables quand on pense aux masques et au gel. Donc, d'un côté, les bâtonnets, oreilles et les couverts en plastique, c'est la fin du monde, c'est l'horreur absolue. De l'autre côté, on gaspille, on jette, sans trop se poser de questions. Il suffit de se promener dans une rue pour voir les masques un peu partout. Donc, Yves, oui. Yves, oui, pardon, je vais devoir. Voilà. Est-ce que tu as encore un mot à dire, Yves? Mais on doit. Oui, il me reste. J'ai noté qu'il me restait 3 minutes. Bon, vas-y. Oui. Donc, c'est vraiment des questions dans les 3 minutes qui restent. Donc, premier point, c'est que va-t-il de rester des changements sous contrainte? Deuxième point, on voit, et c'est très important, c'est cette notion d'alternative. C'est-à-dire que plus d'un tiers des Français pensent que des alternatives de consommation écologique accessibles à tous sont le plus susceptibles de faire évoluer durablement les comportements. Et pourquoi les gens ne jouent pas forcément le jeu du changement? C'est pour des raisons économiques, c'est qu'ils n'ont pas l'argent. Je rappelle qu'une Tesla 1, c'est 100 000 euros. Deuxièmement, l'alternative n'existe pas parce qu'il n'y a pas de moissonneuse-batteuse, de bétaillère, de bulldozer ou autre chose à hydrogène ni électrique. Donc, l'offre n'existe pas. Donc, ça, c'est un point absolument fondamental. C'est-à-dire que oui, la demande est prête à changer, mais à condition que l'offre soit en rendez-vous. Et puis, autre chose aussi, parce qu'il n'y a pas ou il n'y a plus les infrastructures qui permettraient de se passer d'une voiture. On a fermé des lignes de cars, on a fermé des lignes de chemin de fer. Regardons les cartes postales des années 60 et on verra peut-être qu'il existait à l'époque plus d'alternatives d'aujourd'hui.
Et troisième point, et c'est là que je pense qu'on arrive à la 9e ou la 10e minute, les Français adoptent des petits gestes, absolument. On fait soi-même, on recycle, on achète bio, on veut en savoir plus. On a fait une enquête internationale qui s'appelle Perils of Perception, vous pouvez trouver en ligne sur le site d'Ipsos, qui montre que 70% des Français disent recycler autant que possible, 40% lavent leur linge à la main, 37% ont déjà remplacé les ampoules classiques, ils veulent changer, ils veulent faire des choses, 54% des Français estiment que leur mode de déplacement a un impact négatif, c'est une étude qu'on a faite pour Vinci Autoroute qui le montre, 90% des actifs ont la volonté de réduire l'impact environnemental de leur déplacement, 1 sur 5 se donne moins de 5 ans pour changer, pour acheter une voiture électrique ou hybride, mais les grands changements relèvent des grandes entreprises parce que ce sont elles qui ont les moyens. Ce n'est pas le consommateur qui est en mesure de transformer un packaging en passant du plastique au carton ou au bambou, qui peut rendre recyclable un tube de dentifrice, qui peut arrêter de fabriquer des vestes en cuir et passer au cuir vegan. Et on voit que justement, ce qu'ont fait les grandes entreprises l'année dernière a été extrêmement important dans leur image. Les gels hydroalcooliques, les blouses, leur passage à l'action ont montré leur efficacité sociale et qu'elles pouvaient se substituer au gouvernement, qu'elles pouvaient se substituer au pouvoir public. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que leur image a vraiment évolué dans l'opinion, puisqu'en 2019, 34% des Français déclaraient avoir confiance dans les grandes entreprises, 53% en avril 2020, 54% en juin 2020 et toujours 49% en avril 2021, alors qu'elles sont moins communicantes, moins actives, moins présentes sur le plan médiatique. Donc c'est une inversion extraordinaire et je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est cette inversion entre public et privé, entre gouvernement et gouvernance des entreprises, et la RSE de ce point de vue-là est une opportunité fantastique. Voilà ce que je voulais dire. Merci Yves. Je voulais revenir sur bon déjà donc le point qui est très clair ce matin, donc c'est les Français ont conscience des enjeux, on va dire environnementaux. Pour eux, ça va continuer à être dramatique et ils s'attendent à une prochaine crise. Effectivement, c'est dans les mains des entreprises pour qu'il y ait des alternatives de consommation. On est bien d'accord que ça reste dans les mains des consommateurs. Hein, un dernier point, on a posé une question ouverte sur le lien entre santé et écologie. Est-ce que les Français, quel lien voient-ils entre santé et écologie? Alors là, une des raisons pour lesquelles cette question a été posée, c'est que quand on regarde, avant la Covid, quand on regardait les résultats des instituts de sondage, tout institut de sondage confondu, la préoccupation environnementale était un certain pourcentage, la préoccupation santé un certain pourcentage, les deux ensemble, on arrivait à peu près à 55% de la population. Ce qui est donc pour une entreprise un signal important d'une transformation à engager et d'innovation en termes de produits et de services à mettre sur le marché. Donc, le lien santé-écologie est très important pour pouvoir creuser ça. Et donc, le premier élément, c'est la qualité de l'air. Donc, après, faut-il agir en termes, si on passe du marketing à la communication sur les peurs, les craintes, c'est un énorme levier. Mais avec Yves, on a eu un échange assez intéressant sur la façon dont la question a été posée, qui était le lien entre santé et écologie. Et en fait, sémantiquement, les Français, pour écologie, n'a pas pour tous la même signification. Pour certains, c'est politique. Et il y a encore énormément de travail à faire sur l'éducation, sur l'écologie. Et j'aimerais conclure ça en disant, parce que, enfin, ils ont compris environnement en fait, hein, et certains, d'autres ont compris Europe Écologie Les Verts. Il y a un énorme travail à faire sur ce que l'écologie est, et j'ai entendu Yves le dire, on peut mieux vivre ensemble sur Terre. C'est ça l'idée. Ça va pas être la décroissance. On va vivre comme des Amish. Enfin, peut-être. On verra ce que nos amis prospectivistes, comme Geneviève qui est là avec nous ce matin, et ceux qui sont en ligne vont nous dire. Mais il est possible que tous ensemble, nous puissions
contribuer à une meilleure qualité de vie en étant connecté au vivant. C'est ce que je nous souhaite. Je repasse la main à Willem. L'étude est donc disponible sur le lien qui est dans le chat. Si quelqu'un n'a pas le lien, quelqu'un peut le recopier dans le chat. Pour ceux qui se sont connectés entre deux, je propose à Geneviève de se mettre avec nous et Willem va vous redonner le contexte de cette table ronde. Merci. Oui, merci Jérémy. Alors, je sais que la prochaine personne qu'on va inviter à parler, c'est Michel Salovkost, parce qu'il a un délai de temps. Michel travaille. Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement? Et je pense qu'on va parler un petit peu de la ville de demain, mais en tout cas, quelle est votre perspective sur la prospective comportementale en ce moment, en tous les cas? Bonjour à tous, ça va? Vous m'entendez bien? On vous entend. D'accord, très bien. Bah, écoutez, moi, j'ai trouvé l'analyse d'Ipsos très intéressante. Donc, je vais prendre un autre point de vue pour compléter. Mais évidemment, mon point de vue n'annule pas du tout ce qu'a dit Ipsos. Et même, je construirai dessus. Mais pour apporter quelque chose, je prends complètement un autre point de vue. Alors, mon autre point de vue, c'est en fait de regarder sur 30 ans, moi qui travaille dans la prospective depuis 30 ans, de voir un peu des grandes tendances qui structurent des changements de comportement. Et comme mon temps est assez court, je me concentrerai sur deux qui sont très peu analysés, mais que je pense être un champ passionnant. On pourrait même écrire un livre dessus, peut-être que je me consacrerai à un livre là-dessus. Le premier, c'est le fait qu'en 30 ans, et d'une certaine manière, ça remonte dans l'analyse d'Ipsos, il y a de plus en plus une dissonance entre savoir et pouvoir. Je m'explique brutalement. Par exemple, vous aviez, au même moment où Trump déniait totalement le réchauffement climatique, vous aviez la CIA qui expliquait que le réchauffement climatique allait être la principale problématique du XXIe siècle, comme beaucoup d'analystes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, contrairement à mes débuts dans le monde de l'analyse et de la prospective, ce que j'observe, c'est qu'il y a un grand décalage entre ce que nous savons, nous, en tant qu'analystes, personnes qui passons notre vie à lire des livres et à analyser les données, etc., et les politiques et le pouvoir. Quand j'ai commencé par une grande étude pour le président français de l'époque qui consistait à essayer d'imaginer le XXIe siècle. Si vous voulez, il y avait, quand on rencontrait le pouvoir, j'ai participé à l'analyse et au positionnement de plusieurs hommes politiques, on était d'accord, si vous voulez. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une sphère du savoir qui s'est autonomisée et qui est très loin de ce que le pouvoir met en œuvre. Alors, on peut se demander pourquoi. Alors, c'est très désespérant pour nous en tant qu'analystes, parce qu'on a l'impression de perdre le pouvoir, puisque de toute façon, tout ce qu'on raconte ne sert à rien, puisque le pouvoir est décalé. Et en même temps, on voit effectivement le pouvoir perdre de plus en plus de crédibilité du fait qu'il est loin du savoir. Petit à petit, la population se rend compte que la parole du pouvoir n'a plus rien à voir avec ce qui se passe réellement. Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Donc, je pense que là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau et qui s'amplifie et qui est très problématique parce que, effectivement, ça pose une grande question par rapport à la démocratie, puisque si dans une démocratie, le pouvoir s'éloigne du savoir, on va nulle part, on va vers une sorte de décadence complète, de déstructuration complètement du pouvoir lui-même qui petit à petit perd complètement de crédibilité.
Une des raisons pourquoi le pouvoir est en train de s'éloigner, c'est que le pouvoir, pour se faire élire, est obligé, comme un effet Larsen, de rester en résonance avec l'état de l'opinion. Et effectivement, comme on est dans une période de mutation très, très profonde, entre ce que la population globale croit qu'est la réalité et la réalité, il y a un décalage de plus en plus profond. Et les hommes politiques, pour se faire élire, sont obligés non pas de dire la vérité, mais de dire ce que croit la population, parce que sinon, ils sont rejetés. Donc, moi, j'analyse ce décalage entre savoir et pouvoir par ce phénomène, et d'où le populisme. Alors après, il y a même un autre décalage qui vient se rajouter entre savoir et pouvoir, c'est les fake news, c'est-à-dire toute une sphère. Alors, on a eu la pollution chimique dans l'ère industrielle, on a la pollution cognitive dans l'ère de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, de la même manière qu'au milieu de l'océan, vous avez une masse de plastique énorme qui tournoie et qui sont un peu tous les rejets de la civilisation industrielle. Vous avez aujourd'hui une masse gigantesque d'informations totalement fausses qui circulent sur Internet et qui intoxient massivement les cerveaux de tous les gens qui n'ont pas la capacité d'analyse ou de discrimination. Et donc, ils deviennent quasiment fous en étant… Alors là, c'est même plus une séparation entre le savoir et le pouvoir, c'est qu'on a un troisième monde de… fake news qui arrive à un point où on a des gens qui croient que, je ne sais pas, le pouvoir sur Terre est dominé par des extraterrestres venus d'une autre galaxie, des choses comme ça. Et évidemment, dialoguer avec eux, ça devient très compliqué, alors à la fois pour le pouvoir et à la fois pour le savoir. Donc, mais il y a des gens qui s'emparent de cette fragilité mentale et cognitive pour manipuler les masses, etc. Donc, du coup, on est vraiment dans un monde un peu compliqué en termes d'information. Et je pense que ça, c'est en train de s'empirer très, très rapidement. Bon, ça, c'est un premier point. Alors, derrière ça, il y a encore, en termes d'analyse plus fondamentale, alors il y a quelque chose dont on parle très, très peu, mais qui me semble essentiel aujourd'hui pour comprendre notre monde, que j'avais déjà bien décrypté il y a 30 ans, mais qui prend une ampleur considérable aujourd'hui, c'est que, si vous voulez, et qui explique beaucoup des tensions actuelles, sans que personne ne l'analyse vraiment, et pour cause, on va voir pourquoi, c'est le fait que, si vous voulez, toute la civilisation humaine, qu'on regarde depuis 1 million d'années, etc., en fait, le système de construction d'une société, c'est de poser un certain nombre de croyances et après de construire un ensemble à peu près cohérent autour de ces croyances, quoi. Donc, vous aviez des champs de culturel avec une certaine cohérence. Bon, par exemple, je ne sais pas, le catholicisme ou le christianisme qui croit que la Vierge Marie a eu un enfant sans… Bon, alors parfois, c'est des croyances assez inattendues, mais vous avez un peu partout dans toutes les civilisations des systèmes de croyances plus ou moins partagés, mais qui créent une culture et une cohérence dans cette culture. Aujourd'hui, c'est fondamentaux, ce qu'on peut appeler l'axiomatique en philosophie. Personne ne s'est rendu compte que, exactement comme si on prenait des logiciels différents et qu'on les mélangeait, on s'est mis à casser toutes les axiomatiques, à les déconstruire et à les mélanger. Et ça, en termes de cognition, on sait psychologiquement que ça crée une énorme fragilité chez les gens, alors particulièrement chez les gens non éduqués, parce que là, ils perdent tout référentiel, ils ne savent plus où ils en sont. Et par rapport même à des gens éduqués, il n'y a aucune école aujourd'hui qui vous apprend, même en philosophie, on vous apprend une philosophie, mais on ne vous apprend pas à faire une métaphilosophie de toutes les philosophies, enfin, sauf certains courants nouveaux. Mais si vous voulez, les gens sont intoxiqués, en quelque sorte, entre guillemets, par des épistémologies, c'est-à-dire des systèmes de représentation extrêmement exogènes les uns aux autres, et ils ne se rendent pas compte que du coup, ils perdent complètement cohérence interne. Et c'est comme un ordinateur qui mélange
de l'Apple avec du Microsoft, ça donne des bugs partout, etc. Et cette question de la cohérence sémiologique, la cohérence sémantique d'un individu et des civilisations, c'est vraiment, à mon avis, une problématique qui est en pleine explosion, qui est reliée à ce que j'ai dit précédemment, qui remonte dans les sondages, et je pense que le fétichisme quasiment du bio, c'est un peu ça. Enfin, les gens qui sont perdus, ils recherchent des cohérences un peu partout, et ils ont un mal fou. Et les fondamentalismes, évidemment, sont alimentés énormément par ça. C'est-à-dire que quand les gens ne sont pas cultivés, n'ont pas appris, il faut être extrêmement cultivé pour apprendre à jongler avec les épistémologies, les systèmes de représentation, ne pas être victime des bugs. Naturellement, quelqu'un de simple, entre guillemets, lui, il va avoir tendance à revenir, à se dire, bon, tout ça, c'est trop compliqué, la postmodernité, la modernité, la théorie de la science, tout ça, bon, moi, je n'y comprends rien, donc je reviens à un fondamentaliste quel qu'il soit, avec des certitudes, que Dieu va me recevoir au paradis pourvu que je me jette dans la guerre, ou que sais-je. Et si vous voulez, là, on a un vrai problème par rapport à l'évolution et au progrès, c'est qu'il me semble qu'il va falloir qu'on apprenne à gérer tous ces décalages, et ça, c'est très, très nouveau, et ça amène une nouvelle problématique dans la question même de la démocratie. Voilà. Je m'arrête là. Mais alors on retrouve sous forme de symptômes dans ce qui remonte de Ipsos beaucoup de choses que j'ai dit, mais je voulais apporter ce regard d'analyse plus fondamentale pour décrypter ce qui est en train de se passer. Je pense, de manière très très directe, si vous voulez, que certes, bon, ça y est, maintenant on a tous compris qu'il ne fallait pas polluer chimiquement et que la pollution chimique, c'était une véritable catastrophe. Et il va falloir qu'on nettoie la planète et c'est urgent, mais je pense qu'on va y arriver. Il faut avoir, comme le dit Jérémy, enfin moi je ne pense pas du tout qu'on revienne à la chandelle, je pense qu'au contraire, on va disparaître, parce qu'on est tout de même dans un virage compliqué, soit il va falloir qu'on augmente, qu'on passe à un niveau de complexité plus grande, comme à chaque fois dans l'évolution des civilisations, et ça va impliquer vraiment une capacité à repenser complètement notre économie et à la réinventer dans une autre dimension, de la manière qu'on l'a fait déjà plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, qu'on est passé de chasse-cueillette à l'ère agraire, de l'ère agraire à l'ère industrielle. On est les enfants de l'ère industrielle. Aujourd'hui, on est dans une société de l'information. On n'en a pas tiré toutes les conséquences. Et une des conséquences, c'est que dans la société de l'information, au-delà de la pollution chimique industrielle, il y a la pollution mentale, il y a la pollution informationnelle. Et aujourd'hui, comme on n'a aucune habitude de gérer la désinformation, comme à titre personnel, chaque personne est un peu naïve par rapport à ce que c'est qu'une cohérence sémantique, des choses comme ça, eh bien, il y a une pollution cognitive gigantesque qui est en train de s'opérer, qui est très nouvelle, et il va falloir apprendre à être beaucoup plus clair cognitivement et surtout à ne pas polluer par des mensonges perpétuels, soit parce qu'on est totalement désinformé, soit parce qu'on veut prendre le pouvoir et qu'on manipule les gens au nom de la démocratie, ce qui n'a plus rien à voir avec la démocratie, c'est de la manipulation mentale, donc c'est pour se faire élire, et il va falloir vraiment qu'on apprenne en tant qu'être humain, et là je rejoins complètement ce qui a été dit précédemment, la vraie question, c'est au-delà c'est plus une question technologique, je pense qu'on a toutes les technologies pour faire de la Terre un paradis et une nouvelle civilisation extraordinaire, où chacun puisse s'épanouir pleinement dans son potentiel. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'entre êtres humains, on est capable de s'aimer, de s'intéresser les uns aux autres, de faire de nos différences une richesse, de rencontrer les cultures des autres et de faire de la planète un jardin plutôt qu'un champ de bataille. Voilà, c'est ça la vraie question.
Et effectivement, aujourd'hui, le champ de bataille, qui a été pendant 1 million d'années la principale activité de l'homme, c'est-à-dire de se battre entre nous, et notamment avec aucun respect des animaux et des plantes, bon, bah là, il va falloir qu'on apprenne vraiment à s'aimer et apprendre à aimer aussi nos frères animaux et à aimer aussi les plantes et à aimer cette magnifique planète. Si on n'a pas cette capacité d'amour entre nous, ben c'est certain qu'on va construire un enfer et qu'on va être précipité dans le néant. Mais si on est capable de faire sens, on a toutes les capacités technologiques aujourd'hui de faire de la planète un magnifique jardin. On a la capacité de totalement de la détruire, c'est tout à fait nouveau. On a une dizaine de fois la capacité de vitrifier la planète au niveau des armes nucléaires, par exemple. Mais on a aussi, en termes de connaissances, en termes de capacité cognitive, de quoi faire de cette planète un magnifique jardin. C'est une question d'organisation, d'intelligence, d'amour entre nous, etc. Bon. Mais il y a beaucoup à faire. Hein. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Michel. Eh ben, écoutez, c'est énormément d'informations en peu de temps, donc merci d'avoir partagé tout ça. Je vais devoir passer assez rapidement, juste pour gérer les questions de timing de la session, à la personne suivante. Brice, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement et peut-être réagir à ce qui a été dit jusqu'ici? Pardon? Oui, bonjour à tout le monde. Merci Michel. Oui, donc en 2 mots, donc moi je suis cofondateur d'un cabinet de conseil en stratégie qui est spécialisé en prospective et innovation qui s'appelle Tilt Ideas. On fait partie du groupe KEA, qui est le premier groupe de conseil en Europe à être entreprise à mission et B Corp. Je le précise parce que ça fait écho à ce que Michel vient de dire. Hein. Vous l'avez vu, et ce sera mon premier point, même si ça peut vous choquer un petit peu. Moi, je suis convaincu que le Covid est le meilleur agent de transformation potentiel. Et c'est un peu triste à dire. Hein. Il faut une crise. Oui, j'ai vu récemment Renaud Dumont, je crois, un philosophe, qui disait que ce serait dommage de gâcher une bonne crise. Autrement dit, il faut une crise pour que l'être humain prenne conscience qu'il doit changer. Quand tout va bien, on espère tous que ça va continuer comme ça et du coup, on ne se remet pas en question. Donc, quand je dis que le Covid-19 est peut-être le meilleur agent transformateur, ce n'est pas juste une blague, hein, je suis assez sérieux. Et du coup, moi j'aime bien la conclusion de Michel où il disait il faudrait quand même, bon Dieu, que nous, êtres humains, on arrive à s'aimer un peu plus pour éviter que la Terre devienne un champ de bataille. Ça, c'est une conviction qu'on a chez Tilt, hein, dans toutes les missions qu'on a, même si ce n'est pas forcément la demande qui est émise par nos clients, hein, qui sont très pragmatiques et c'est assez logique. À chaque fois, on essaye d'apporter des éclairages au travers d'outils de tendance. Je ne vais pas entrer dans le détail. Hein, on a beaucoup d'observatoires de tendance sur l'engagement des collaborateurs, l'expérience client, la qualité de service, etc. etc. Et on s'appuie dessus pour, ça va être un petit peu mon fil conducteur, leur dire le Covid, c'est un super prétexte pour inventer l'entreprise du futur, dont tout le monde rêve. Et en particulier, non pas vous, simplement membres du COMEX, mais vos collaborateurs. Deuxième précision, toutes nos méthodes sont collaboratives. Hein, donc, avant que ça devienne, que l'open innovation, le design thinking deviennent un peu à la mode, nous, on est tombé un peu dedans comme Obélix. Et du coup, on a une conviction qui est que c'est la base, et ce n'est pas du tout péjoratif, hein, c'est le terrain, ce sont les collaborateurs qui sont assez rarement sollicités, qui peuvent changer l'entreprise et pas uniquement le COMEX. Ça va être mon premier point. Le deuxième point, c'est que, alors, moi, mon fil conducteur, c'est un peu ça, c'est un angle entreprise, et plus précisément, j'ai appelé ça la transformation H2H. Hein, vous savez tout ce que c'est que le B2B ou le B2C. Le H2H, c'est aussi bête que ça, c'est human to human. On ne sera jamais aussi rapide et performant que la meilleure des intelligences artificielles ou que l'informatique. Et du coup, il faut qu'on assume nos faiblesses avec humilité. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire assumer l'invariabilité de l'être humain, qui est soumis à la fameuse déesse grecque que vous connaissez, qui s'appelle Mnémosyne, que j'aime bien. Beaucoup de sociologues modernes se persuadent et se sont persuadés récemment que l'homme est perfectible, que le progrès se bonifie et bonifie l'être humain, que la science l'améliore. Moi, je pense que c'est un peu des fadaises. L'homme, s'il a changé d'habit, qu'il soit avatar dans Second Life ou dans les univers de Facebook, Metaverse,
ou cosmonaute martien comme en rêve Jeff Bezos, il est toujours le même personnage. Nous sommes toujours tous le même personnage avec nos paradoxes. On est à la fois mêmement grandiose et pathétique, sublime ou médiocre, égoïste ou éco-systémique. Voilà. Donc ça, c'est un espèce de postulat. Et du coup, par rapport à ce que Yves a évoqué tout à l'heure, qui est le monde d'après, on a fait beaucoup d'entretiens avec des membres de COMEX pour savoir comment ils imaginaient le monde d'après, les impacts sur la manière de manager leurs équipes. Et pour vous la faire courte, je n'ai pas le temps d'entrer trop dans le détail, 90% des répondants, hein, multinationales, PME franco-françaises, nous ont dit, et je pèse mes mots, dans un monde idéal, on rêverait de créer la rupture à cause ou grâce au Covid. Par contre, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent pour le faire. Vous voyez, c'est ça le paradoxe fondamental. C'est-à-dire que ça rejoint un petit peu le distinguo que faisait Michel entre savoir et pouvoir. Vous voyez, on a conscience qu'il faut changer, et en même temps, parce qu'on a des actionnaires, parce qu'on est pressé, parce qu'il faut faire rentrer le cash, on ne va pas avoir les moyens de le faire pour de vrai. Donc, il y a des chances qu'on revienne au monde d'avant. Et comme disait Houellebecq, il faut espérer que ça ne soit pas en pire. Voilà. Le troisième point, et ça, je vais m'arrêter un petit peu plus longuement là-dessus parce que c'est un de nos petits soucis ou questionnements chez Tiltalis, c'est qu'il y a un élément extraordinaire qui est sous-estimé totalement dans les réflexions stratégiques, que ce soit à court ou moyen terme des entreprises. C'est la culture. On ne tient pas assez compte des cultures respectives, alors des individus, hein, des entreprises, des pays. Et ce facteur culturel, très étonnamment de notre point de vue, est largement sous-estimé dans les interrelations, lors des fusions ou encore lors de discussions diplomatiques interpays. Alors que c'est le fond de sauce. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette superbe phrase de Peter Drucker qui disait « La culture mange la stratégie au petit déjeuner ». Si on ne tient pas compte des éléments culturels dans des discussions, dans les interrelations, je ne dis pas que ça ne va pas marcher, mais c'est que ça risque de compromettre bougrement et de compliquer bougrement le livrable, ou en tout cas d'en diminuer l'impact réel. L'autre point, c'est, vous savez tous ce que c'est qu'un biais cognitif. Par rapport à ce que Jérémy et Willem évoquaient en introduction, je vais m'y arrêter aussi un petit peu parce que, comment dire les choses, les biais cognitifs guident nos choix, hein, comme vous le savez. Et il y en a un en particulier, en matière de prospective et d'innovation, qui n'est pas du tout questionné, c'est qu'on a tous, hein, tous, chacun d'entre vous, hommes, femmes, qu'on soit depuis 20 ans dans une entreprise ou récemment embauché, on a tous des biais cognitifs qu'on a résumés chez Tiltalis par des soi-disant règles. Or, c'est en osant challenger ces soi-disant règles, je vais vous en donner quelques-unes concrètes dans 2 secondes, on peut réinventer une entreprise, réinventer une offre, réinventer une société. Concrètement, c'est quoi une soi-disant règle? Eh bien, je vais commencer par un exemple sportif. Quand Fosbury, en 68, a battu le record du monde de 100 hauteur, hein, en osant sauter sur le dos, je vous garantis que les membres du jury qui devaient homologuer le saut étaient tellement convaincus que dans le bouquin qui avait déterminé les règles du saut en hauteur, ils étaient convaincus qu'il y avait marqué « interdit de sauter sur le dos », à force de voir tous les jours des gens sauter en ciseaux sur le ventre. C'est ça une soi-disant règle. Quand Dyson invente l'aspirateur sans sac, il challenge une soi-disant règle qui dit, et qui a dit pendant des décennies, il faut, pour qu'un aspirateur soit efficace, il faut qu'il y ait un sac. Bon, sauf le sac est le problème, donc on supprime le sac. Vous voyez, quand 3M invente le post-it, il challenge le fait qu'une colle, ça doit coller superbement. Le post-it, ça se décolle. Vous voyez, je pourrais passer le reste de la matinée à vous donner des soi-disant règles, mais c'est essentiel. Pour que la transformation human-to-human se fasse, il faut challenger ce que nous avons dans la tête et voir dans le cœur, en se disant, tiens, pourquoi est-ce qu'on fait les trucs comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les faire différemment? Et ça, aucun robot, la meilleure des intelligences artificielles, ne pourra être fortif là-dessus. Parce qu'elle va respecter un certain nombre de protocoles, comme vous savez, hein, le machine learning, c'est ça, et challenger un soi-disant protocole ou une soi-disant règle, ils ne sauront pas faire.
Du coup, encore une fois, c'est de la responsabilité des êtres humains de le faire. Qu'est-ce que j'avais envie de vous raconter aussi? Deux derniers trucs, pour ne pas prendre trop de temps, et surtout, j'espère, déclencher des petites réactions. Nous, on est inventeur de néologismes chez Tilt. Il y en a un que j'aime bien, qui est la QI. Alors, vous connaissez tous le QE. Le QE, c'est le quotient émotionnel. La QI, c'est la qualité d'initiative. À chaque fois, depuis 20 ans, qu'on intervient en entreprise, on questionne les membres de COMEX, les managers intermédiaires, pour savoir comment concrètement ils facilitent la prise d'initiative auprès de leurs équipes. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais, et je ne pense pas d'ailleurs vous surprendre, mais c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, le Boston Consulting Group vient de le démontrer qu'en 30 ans, la complexité en entreprise avait été multipliée par 25. Vous imaginez? Et ça, c'est directement lié, de mon point de vue, aux notions de pouvoir qu'évoquait Michel tout à l'heure. C'est-à-dire que pour garder le pouvoir, vous connaissez tous le syndrome des silos, voilà, on silote, on crée des couches, et en créant ces silos et ces couches, on complexifie. La QI, développer et renforcer la QI en entreprise, c'est faire exactement l'inverse. C'est revenir au sens étymologique de ce qu'est une entreprise. Entreprendre, c'est prendre l'initiative. Une entreprise qui ne prend pas l'initiative, c'est une entreprise potentiellement qui va mourir. Les cimetières d'entreprises et de marques, il y a trop de marques, sont remplis de marques qui n'ont pas réussi à prendre l'initiative sur leur marché. C'est exactement la même chose pour un humain. Il y a des boulevards d'opportunités, croyez-moi, et c'est ce qu'on dit à beaucoup de nos interlocuteurs DRH, profitez du Covid, s'il vous plaît, pour identifier des rituels, des façons très simples, des quick wins, pour émettre le signal auprès de vos collaborateurs qu'ils sont attendus pour prendre l'initiative. Voilà. Et puis, dernière chose pour conclure, j'ai la chance d'avoir vécu longtemps et d'avoir travaillé longtemps en Asie. Mon cœur est là-bas. J'aime bien la culture japonaise. Et je conclurai avec un terme japonais, que je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle l'omotenashi. L'omotenashi, c'est compliqué à traduire en langue occidentale, mais je vais essayer quand même de le faire. En deux mots, c'est la prise en considération. La prise en considération. Ce n'est pas l'empathie. L'empathie, c'est un mot valise dont on ne sait plus trop quoi faire. C'est un peu comme la bienveillance, dont on s'est beaucoup gargarisé avec le Covid. Il faut être bienveillant, patati patata. Or, la réalité d'une entreprise, c'est qu'elle est violente. Donc, moi, j'ai inventé un néologisme que j'ai appelé la bienviolence. L'omotenashi s'intègre dans cette bienviolence. Quand je dis l'omotenashi, c'est prendre en considération l'autre, ça veut dire mieux comprendre, parce que les premiers clients dans une entreprise, ils sont en interne, ce n'est pas les clients à l'extérieur. Les clients à l'extérieur, ils viennent après. Et on est extrêmement sollicité, là, récemment, notamment par Orange et par notre entreprise automobile, on est extrêmement sollicité pour justement renforcer cette prise en considération. Alors, ce n'est pas naïf et pimpin ce que je suis en train de vous raconter, c'est simplement revenir au basique qui est l'interrelation, la transformation H2H. C'est simplement réinventer peut-être des façons de travailler ensemble. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter par rapport à la thématique facteur humain et la transformation H2H. Je vous remercie de votre attention. Super. Merci beaucoup, Brice. Énormément de pensées qui donnent à réfléchir. On pense à, évidemment, il y a tous les exemples de marques comme Kodak, BlackBerry, Blockbuster, etc. Il y en a plein, il y en aura d'autres. Et on pense au changement de comportement et l'omotémachie, terme à retenir. Je vais passer la parole à Geneviève. Geneviève, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Vous êtes avec nous en personne. J'ai un membre du panel avec moi physiquement, ce qui est vraiment chouette. Donc, je suis Geneviève Boucher, futurologue cybernéticienne et comme Michel Salov-Coste, membre de la Fabrique du futur. Donc, je propose de prolonger un petit peu ce qu'il a dit en reprenant ce qui ont été dit par les deux précédents intervenants. Actuellement, nous vivons dans un climat d'injonctions contradictoires permanentes. Les circonstances font qu'on a mis ces injonctions contradictoires sur la tête des consommateurs. Qui, eux, se mettent à réfléchir, d'ailleurs on est là pour ça ce matin, et se disent,
mais il faudrait que les industriels, il faudrait que les élus, il faudrait que nous arrangent un peu le coup. On veut trier les ordures, mais on peut pas. On veut, voilà. Hein. Eh bien, il faut remonter encore d'un cran. Hein. Il faut savoir que on vit dans un modèle de société qui est le dernier chapitre de la sédentarisation. La sédentarisation, elle a été induite parce que les nomades voulaient créer des monuments pour décupler leur capacité de médiation avec ce qu'on pourrait appeler le très haut, la puissance supérieure, de façon à ce que la puissance supérieure soit un peu clémente à l'égard de l'homme. En créant ces monuments extraordinaires, il a fallu qu'ils restent longtemps dans un même endroit. Ils voulaient créer des lieux de culte. Hein. Et donc, au lieu de se déplacer tous les 6 mois ou 9 mois, enfin, c'était cyclé sur les saisons, ils sont restés 2 ans, 3 ans, voire plus, puis finalement, ils ont créé des villes. Et c'est comme ça qu'a commencé la sédentarisation. Et la sédentarisation, elle a donc 3 grandes époques de mécanismes de pouvoir. Le pouvoir spirituel qui domine et qui veille à ce que l'homme soit correct, surtout avec les autorités supérieures, mais au moins entre eux. Ensuite, il y a les conquêtes de territoire et la captation de richesses et la captation de puissance humaine. Donc le pouvoir est transféré sur les têtes couronnées. Et puis la dernière étape, qui est celle que nous terminons, la science se met à prendre de l'importance, la finance devient l'allié de la science pour transformer les moyens de vivre, de produire efficacement, etc. Et aujourd'hui, il y a une surdomination de la finance. Donc, quand on dit les politiques devraient, les entreprises devraient, oui, mais elles sont au-dessus, en ce moment, sous la coupe réglée de la logique financière. Laquelle logique financière a une pratique qui est très basée sur l'influence, donc le soft power, etc. Et donc le caché et le non caché. Et donc, à force d'avoir des débats, des échanges, des réflexions, des constats qu'on essaye mais on n'y arrive pas, on voit qu'on bouscule notre système. Les civilisations naissent, se développent et périclitent. Périclitent parce qu'elles se suicident, parce qu'elles disparaissent, parce qu'elles s'évanouissent. Voilà. Une civilisation, ça se crée autour d'un facteur de prospérité. Aujourd'hui, on est dans une phase très particulière où les nouvelles sources de prospérité, en particulier pour ce qui concerne l'Europe, l'Europe dans la mutation que nous vivons va jouer un rôle déterminant. Elle peut tout faire ou justement s'évanouir. Hein. Eh bien, les nouvelles sources de prospérité vont être le savoir et les talents. Et donc, nous allons vers une forme de société où le temps que nous avons consacré jusqu'à maintenant à produire ne fait plus sens. C'est d'ailleurs la cause du dérèglement de la société dans laquelle nous sommes actuellement. Hein, si je prends les baskets que nous avons tous plus ou moins au pied, hein, en 10 ans, le temps, la main-d'œuvre allouée a disparu quasiment. Hein. Vous avez des usines qui fabriquent des baskets avec 4 salariés, un qui assure l'approvisionnement de la matière première, 2, le second qui veille à ce que les machines évoluent bien, le troisième qui fait du design pour que ce ne soit pas toutes les mêmes, hein, et le quatrième qui fait la logistique
pour que les baskets qu'on a fabriquées aillent dans des magasins pour que vous puissiez les acheter. Évidemment, on est très très loin des baskets Nike avec les enfants qui s'en mettaient plein les doigts, qui ingéraient des cols qui allaient les rendre malades avant qu'ils aient atteint les 25 ans ou je sais pas quoi. Donc ça change beaucoup les choses. Donc aujourd'hui, notre urgence, qui est l'urgence que nous ressentons au fond de nous-mêmes, l'urgence qui est affichée par les générations montantes. Et je vous donnerai un indicateur extrêmement fort à ce sujet. Eh bien, cette urgence, c'est d'aller vers un modèle qui permet de réorienter le désir d'entreprendre, le désir d'action, le désir d'innover, le désir d'avancer en quelque sorte, non plus vers les besoins primaires, c'est-à-dire ce que moi j'appelle les activités productives, donc produire de quoi se nourrir, se loger, se soigner, etc. Donc il faut réorienter cette capacité d'initiative vers le développement du bien commun. Notre modèle de société, et en particulier l'ensemble de nos mécanismes financiers. Or, le mécanisme financier, c'est ce qui permet aux collectivités de se rendre efficaces. C'est une hormone d'échange, en quelque sorte. Eh bien, ce mécanisme financier, il est absolument pas du tout conçu pour développer l'économie dite contributive. L'économie contributive, c'est celle qui est dédiée au bien commun. La création de valeur que nous faisons dans le bien commun, dans l'espace du bien commun, c'est une création de valeur qui se bonifie avec le temps et quand on l'utilise. La création de valeur que nous faisons dans l'espace productif, elle se détruit au fur et à mesure qu'on l'utilise, et si on ne l'utilise pas, elle se détruit avec le temps. Nous avons des instruments d'échange. Le plus basique, c'est la monnaie, et qui est une monnaie dette. Eh bien, cette monnaie est incapable d'être efficiente dans l'espace contributif. Donc, une de nos urgences, c'est de repenser la plus fondamentale de nos institutions, qui sont la monnaie. Il se trouve que la monnaie est en train de devenir numérique. On parle de tokens, etc. Pour le moment, on utilise l'intelligence de cette monnaie, parce que qui dit numérique dit intelligence. On utilise l'intelligence de cette monnaie numérique uniquement pour se protéger contre une éventuelle falsification. Or, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste surtout pour que ceux qui gèrent le système gardent la main sur le système. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc, ça ne répond pas à la question auquel on est confronté. Les générations montantes sont programmées d'ores et déjà pour aller vers ce monde qui va se tourner de plus en plus vers le développement de l'économie contributive. Reste donc à se concentrer sur se doter des outils qui permettent de le faire. Donc, il existe beaucoup de réflexions en cours. Il faudrait passer aux phases d'expérimentation, au bac à sable, en quelque sorte. Hein. Donc, il y a un penseur très important qui est belge, qui nous a quittés récemment, qui s'appelle Bernard Liétard, qui a prôné la biodiversité monétaire, et sur la base de ces travaux, il y a des perspectives qui commencent à se dessiner, qui sont tout à fait intéressantes. Donc, si j'avais une chose importante à vous dire, alors l'exemple que je vous avais promis, je vous le donne. Nicolas Dufourc, qui dirige la BPI, donc qui est en fait un des organismes qui joue un rôle assez clé sur
le type de start-up qui a le droit de se développer, puis celles qui doivent quitter le terrain, quoi. Hein, voilà. Disait il y a à peu près un an, je vois défiler énormément de projets, et moi-même qui me suis beaucoup investi dans le monde des startups, je peux vraiment en témoigner. Plus de 65% de ces projets, je trouve qu'ils ont leur raison d'être, mais je ne peux pas les financer. Évidemment, quand vous regardez de quoi il parle de tous ces jeunes qui veulent créer des projets qui concernent l'économie contributive. L'économie contributive n'a pas sa place dans l'économie actuelle. Vous voulez l'appeler libérale, néolibérale, vous lui trouvez le mot qui va bien par rapport à votre culture, mais voilà. Donc, je pense que par rapport à ce qui a été dit, il me semblait important d'apporter cet éclairage. Hein. Une civilisation se démarre avec une source de prospérité. Elle va créer les institutions qui permettent de favoriser l'exploitation de cette prospérité, mais surtout qui a pour objectif de protéger ceux qui développent cette prospérité. D'accord ? Et dans le cosmos, tout change sans arrêt, tout évolue, et dans le cosmos, comme je suis futurologue, moi je suis habituée à manipuler le siècle. Mon unité, c'est le siècle, et voire le millénaire. D'ailleurs, je me rends compte que je manipule plus souvent encore le millénaire que le siècle. Donc, si vous voulez, l'étape que nous vivons, c'est poussière, hein, mais c'est bascule. Hein, voilà, il faut pas se tromper. C'est peut-être poussière, mais c'est quand même bascule. Hein, et nos institutions, elles sont pas là pour préparer le monde d'après. Elles sont là pour gérer le monde tel que nous avons convenu. Et j'aimais beaucoup l'expression de Brice tout à l'heure. Alors, je ne sais plus exactement comment il le dit, mais c'est super. La règle de fait, enfin la soi-disant règle. Voilà. Il parlait de la soi-disant règle. Plus ça va aller, plus on va se rendre compte qu'on est dans des soi-disant règles. C'est-à-dire, les règles, elles faisaient sens à l'époque où on les a mises en place. Les institutions sont là pour faire appliquer les règles, mais le monde ayant changé, on se retrouve de plus en plus avec des soi-disant règles. Donc, c'est de ça dont il parlait, c'est de ça dont parlait Yves, c'est de ça dont parlait Michel aussi. Et si on veut faire un travail sérieux dans tout ce que nous avons à faire, parce que vous avez bien compris que ce ne sont pas les institutions qui vont le faire, c'est-à-dire que les politiques, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de le faire, c'est qu'ils peuvent pas le faire, parce que l'appareil politique aujourd'hui est un compromis qui devient de plus en plus intenable entre ce que les lecteurs voudraient, mais ce que les bailleurs de fonds des partis politiques voudraient aussi. Et c'est là où, quand vous regardez quelqu'un qui a occupé l'Élysée, la Maison-Blanche ou je ne sais pas quoi, hein, il fait ce qu'il peut, vous le voyez vieillir à toute vitesse. Hein. Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous voyez les photos de départ et les photos d'aujourd'hui, il n'a pas fini ses 4 ans qu'il a déjà pris, pouf, je ne sais pas. Et dès qu'ils sortent de ces belles maisons, ils écrivent un livre pour vous expliquer que le job était plus possible. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, voilà. Le gros problème que nous avons, c'est que nos aînés, quand ils ont fait la bascule entre la sédentarisation, la nomade et sédentarisation, ils n'avaient pas dans le dos les dérèglements climatiques, la numérisation qui pulvérise toutes nos règles, hein, et dans tous les sens. Voilà, donc je ne vais pas faire la liste, mais nous, on a urgence. Par contre, on a des atouts considérables par rapport à ce que eux avaient à l'époque. Hein. C'est qu'on a accès au savoir, on a des capacités d'échange, et ce qu'on est en train de faire là en ce moment, c'est une bonne illustration. Mais surtout, il faut bien prendre conscience que c'est nous, concitoyens, qui allons faire le job.
et personne d'autre. Et il va falloir qu'on le fasse envers et contre tout. Hein. Si vous vous intéressez un petit peu à l'époque de la Révolution française, si vous voulez vous baigner dans l'ambiance, vous allez à la conciergerie, vous mettez dans l'ambiance, vous lisez les petits panneaux, bon. C'était d'une violence inouïe. Il faut s'attendre à beaucoup de violence. Hein. Voilà. Parce que, par exemple, nous, réchauffement climatique, bon, on peut acheter des robes d'été, c'est plus facile. Hein. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est se préparer au mouvement migratoire. Hein, et ce n'est pas des questions de je fais des chèques à Erdogan ou je ne sais pas quoi. Un chèque à Erdogan, c'est comme si on mettait une petite plaque contreplaquée à la frontière là, pour dire ici, il ne faut pas passer. Le mec, il veut passer, la plaque en contreplaquée, il la fait sauter. C'est à peu près ça, les chèques à Erdogan. Hein, voilà. Y a des coins entiers de la planète qui ne sont plus habitables. Voilà. Hein, donc, c'est tout ce mécanisme que je voulais souligner pour compléter, pour ne pas redire tout ce qui a été dit déjà. Voilà. Absolument. Geneviève, merci, ça a soulevé énormément de points passionnants. Malheureusement, on n'a pas le temps de distiller chacun des intervenants, mais n'oubliez pas qu'après, on aura l'opportunité de participer aux ateliers de design fiction suite à la table ronde. Donc, on a parlé d'économie contributive. En passant, je crois que ce n'est pas traduit en français, mais ça me fait penser à un livre de Lewis Hyde, The Gift, dont il parle de l'histoire au niveau anthropologique dans différentes cultures du don. Donc, c'est différents types d'économie aussi. Mais on va passer à la personne suivante, Pénélope. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement et présenter votre point de vue? Ensuite, alors, est-ce que Pénélope, on vous entend? On a fait un test son tout à l'heure à ce marché. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Oui, c'est bon. Ok. Bonjour à tous. Donc, je suis Pénélope Morin, je suis secrétaire générale de la Fabrique du Futur, donc plusieurs personnes qui sont intervenues aujourd'hui, Geneviève, Michel, par exemple, aussi en font partie. Et je suis ici grâce à Jérémy qui a souhaité m'inviter, ainsi qu'Alexandre Roger, puisque nous avons ensemble écrit à distance un ouvrage qui s'appelle « Vers la société du sens », dans lequel je suis assez contente de retrouver pas mal de sujets, finalement, qui ont été abordés lors de du début de cette conférence. Voilà. Chacun ici donne son point de vue, est assez apparemment inquiet par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Les informations qui ont été données par Yves, que je ne connais pas, mais qui sont des statistiques, des données qui analysent finalement la situation actuelle, peuvent être aussi vues d'une manière encourageante. Je m'explique. Nous sommes dans une phase de transformation, les uns et les autres. Cette transformation, avec Alexandre Roger, nous l'avons exprimée dans notre ouvrage de façon à ce que on se rende compte que la transformation a d'abord lieu à l'intérieur de nous. De quelle façon, à l'intérieur de nous, sommes-nous capables de donner à l'autre, quel qu'il soit, une certaine forme de confiance, une certaine forme d'aisance qui permettra à l'autre et à soi d'échanger et d'avancer. Et ça, aujourd'hui, le numérique, lorsque Geneviève en parle, nous donne cette possibilité d'avancer. Vous avez aujourd'hui, on parle très souvent de transformation numérique,
Oui, on a tous été transformés par le numérique il y a pas mal de temps. Comme on disait, des gestes du quotidien, regarder son téléphone, etc. Tout ça, on est des bébés face au numérique. Le numérique est même très récent. Et aujourd'hui, notre téléphone, notre ordinateur est une partie de nous finalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de réaliser. Alors aujourd'hui, bon, avec le pass sanitaire, on se rend compte quand même que c'est aussi une partie de nous. Et cette partie de nous, c'est peut-être cette partie-là qui peut nous permettre d'exercer une certaine forme d'influence et de prouver que nous avons, malgré toutes les transformations et malgré toutes les peurs que l'on peut avoir, la capacité à démontrer une certaine forme d'énergie vitale. Notre énergie vitale, c'est exactement ce que nous pouvons mettre en œuvre et ce que nous avons à mettre en œuvre aujourd'hui au travers de nos actes. Quelque part, on parle, donc on a entendu depuis tout à l'heure pas mal de choses sur l'alimentation, sur les civilisations. Nous n'avons pas encore beaucoup d'informations réellement à disposition, mis à part tout ce que l'on peut trouver sur Internet, mais dans le réel, tout ce que l'on peut faire, découvrir, mettre en œuvre, c'est notre curiosité. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de se demander pourquoi telle maison est construite à tel endroit, pourquoi la ville de demain, mais la ville d'hier, celle d'hier, elle était peut-être très bien faite, elle permettait quelque chose de vital, elle permettait peut-être les liens humains, les échanges. Peut-être que ce qui avait été fait avant était parfait. On a parlé de Michel Serres. Michel Serres a écrit un petit ouvrage qui parlait de « C'était mieux avant ». C'était mieux avant, non. C'est de mieux en mieux. Et tout ce qui se passe aujourd'hui est de mieux en mieux. C'est pour le mieux. Et ça, la raison d'être du mieux en mieux, c'est peut-être la base de notre énergie vitale. Se poser des questions sur la cognition, c'est aujourd'hui donné à tous. On peut rencontrer plein de gens sur ces sujets-là. L'intelligence émotionnelle, ouais. On peut se demander aussi qu'est-ce qui fait que dans notre parcours, nous faisons parfois des choix qui nous font complètement changer notre chemin pour l'extérieur. Mais les questions fondamentales qui seraient nécessaires que l'on se pose parfois, ce serait peut-être qu'est-ce que l'on ressent? Est-ce que justement l'offre et la demande n'ont-elles pas une raison d'être qui se permet automatiquement de créer une rencontre? Pour combiner une rencontre telle que, par exemple, ici, nous le faisons, Jérémy s'est donné beaucoup de mal. Il a mis beaucoup d'énergie à le faire. Il a donné la parole à plusieurs personnes qui sont des prospectivistes. Alors, ok, ça nous donne un titre, pourquoi pas. On est dans une phase de renaissance numérique, industrielle, humaine. Beaucoup d'êtres humains, pendant toute cette période de confinement, etc., se sont posés énormément de questions, se sont mis à faire des choses qu'ils n'avaient peut-être jamais faites. Le but était peut-être, je ne sais pas, de faire s'harmoniser les sociétés. Et si tant est que les sociétés actuelles arrivent à s'harmoniser, il est de notre devoir d'être humain peut-être
d'accompagner à la concordance des individus et des organisations, tout en respectant les valeurs profondes, en laissant subsister peut-être seulement des différences qui ne tiendront compte que de l'utilité commune de chacun, à la vertu et à nos talents. Ça, c'est ce que l'on trouve quand on fait justement ce que beaucoup de vous tous faites, c'est de la cognition. Et en tant que partenaires les uns et les autres, puisque nous sommes tous reliés, tous partenaires, grâce au numérique assez souvent d'ailleurs, les plus investis vont donner à l'humain l'occasion de prendre part à la conception, à l'élaboration de projets. La réflexion étant bien sûr aujourd'hui une révolution d'impact. Cet impact, il est global, il est environnemental, entre autres, voire même énergétique. Le but étant de faire s'harmoniser la vie à l'environnement dans lequel elle prend forme, l'harmonisation avec les ressources. De quelles ressources disposons-nous en tenant compte des traditions, et ce, sans jugement de valeur. Peut-être serait-il intéressant d'encourager justement à la réconciliation et à la cohésion sociale, économique, environnementale, tout en ayant bien entendu étudié tout ce qui peut inquiéter. Mais dans le contexte de nos sociétés, la médiation, la diversité culturelle, ce sont des richesses qu'on ne peut même pas compter. Et si on arrive à conjuguer la qualité, les qualités, la qualité de vie, la qualité, nos qualités et nos responsabilités en ayant une forme d'intégration verticale de nos, et horizontale de nos relations, on arrive à un principe qui est, en pratique, la perfection du mot subsidiaire. C'est-à-dire que nous sommes chacun prêts à venir en aide ou en renfort quand vraiment on sent que c'est nécessaire et quand vraiment on le ressent au plus profond de soi, puisque nous représentons ce qui nous entoure. Et donc, à partir de là, notre objectif devient beaucoup plus clair. On favorise l'enracinement et on favorise la création de ce qu'on a appelé une nouvelle civilisation numérique. Aujourd'hui, nous sommes là en hybride. Bon, ok, on est là, on existe. Pourquoi? Mais parce que, comme le dit si bien Jérémy, nous sommes vivants. Et à partir du moment où on sent qu'on est vivant, le but, c'est de prendre soin de soi. Et c'est, je crois, ça un petit peu aujourd'hui qui pose problème, parce que prendre soin de soi, est-ce que ça passe toujours par l'extérieur? Non, ça passe par l'intérieur et ça passe par une force vitale incroyable qui nous pousse à rebondir, à renaître et à redonner au fur et à mesure le courage, les moyens, la possibilité, l'envie de construire le sens que l'on a envie de donner à notre existence. Si nous sommes tous là aujourd'hui sur cette planète, c'est peut-être pour se poser la question de se dire aujourd'hui, on a existé en tant qu'être humain, ok ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a envie de retenir que l'être humain puisse faire? Quelqu'un que je ne citerai pas dit une chose très simple. En général, les guerres sont racontées uniquement par ceux qui ont survécu. Ceux qui ont perdu la guerre, eux, ne pouvaient pas écrire. Alors, on laisse une trace quand on écrit quelque chose, c'est vrai. On laisse une trace quand on parle. Notre meilleur moyen d'échanger aujourd'hui, il paraît que c'est notre voix. Eh bien, moi, je vous avoue que je préfère chanter.
Mais si aujourd'hui j'ai accepté de parler lors de cette réunion, c'est parce que très clairement, ce que j'ai bien aimé, c'est que Jérémy a écrit « Pourquoi tu cours ?» Et beaucoup de gens croient qu'il faut beaucoup courir dans la vie, plus vite, plus loin, plus fort. Mais peut-être que parfois, en restant en place, on arrive à se coordonner, on arrive à partager et on arrive à mettre en œuvre une forme d'opérabilité sans spéculer, sans spéculation, sans parier, sans débattre. Parce que de ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent des personnes qui sont intervenues, c'est qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on est là pour renaître et pour donner du sens. Voilà. Je vais laisser la parole à Alexandre Roger parce que on se connaît bien, même à distance. Le livre qu'on a écrit exprime beaucoup plus précisément les sujets qu'on vient d'aborder. Je vous ai envoyé le lien dans le chat, vous pourrez aller jeter un petit œil sur ça. Et Alexandre a justement, je me suis dit, quand il m'a demandé d'écrire avec lui cet ouvrage, qu'on est tous capables de donner du sens à ce que nous faisons. Et au sein de la fabrique du futur, alors comme son nom l'indique, on fabrique le futur, mais on le fabrique au présent. Et la notion de temps est très importante, donc je n'ai pas envie de monopoliser la parole. Et Alexandre a beaucoup de choses à dire pour aussi illustrer les domaines que j'ai commencé à vous expliquer. Donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci Pénélope, on va passer directement à Alexandre, notre dernier intervenant. Alexandre, par une suite logique. Oui, oui, bonjour. Vous m'entendez? Vous me voyez? Oui, on vous entend. Très bien, est-ce que vous me voyez? Absolument. Bon, très bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bon, Pénélope, je la remercie pour son introduction. Elle m'a déjà brièvement présenté. Je vais quand même dire quelques mots de plus en ce qui me concerne. Donc, j'ai effectué une longue carrière de recherche appliquée dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. C'est une activité que j'ai maintenant arrêtée. Je me suis beaucoup impliqué dans la prospective. J'ai écrit quelques ouvrages dans le domaine. J'ai fréquenté les milieux de la prospective. Et puis, je me suis de plus en plus intéressé en fait, au comportement, ce qui rejoint le thème d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous sommes dans une société qui est fondée sur essentiellement des critères économiques, une recherche de profit à court terme. Et en fait, on voit maintenant de plus en plus un besoin de sens. Et il y a quelques années, donc, j'ai cofondé une association qui s'appelle Sens Plus, dont je suis actuellement vice-président. Pénélope en est déléguée générale. Et c'est comme ça que nous avons été amenés, Pénélope et moi, à donc co-rédiger cet ouvrage vers la société du sens. Alors, Pénélope a introduit un certain nombre de thèmes qui nous sont chers, et je remercie, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. En fait, je voudrais focaliser quelques instants mon exposé sur un point plus précis, et qui était évoqué en ouverture, mais en fin de compte, Michel a évoqué de larges perspectives très intéressantes, mais il me semblait utile de revenir concrètement sur les questions de la ville de demain. Alors, c'est un thème qui me paraît effectivement très important. Pourquoi ? Parce qu'en prospective, il est difficile de savoir ce qui va exactement se passer. On sait bien que l'avenir n'est pas vraiment prévisible, c'est pour ça qu'on établit des scénarios, mais malgré tout, on observe de grandes tendances. Une grande tendance que l'on observe actuellement, c'est que le taux d'urbanisation dans le monde augmente constamment. Donc, on est déjà à un taux d'urbanisation de 55% au niveau mondial, mais à 80% dans les pays développés.
Et donc, la tendance générale, on le voit bien, c'est d'aller vers, au niveau mondial, vers le taux d'urbanisation qui existe déjà dans les pays développés, d'aller vers une population qui sera en très grande majorité urbanisée. Et donc, si on parle de comportement, de changement de comportement, c'est dans ce cadre-là qu'il faut se poser la question. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons largement abordé cette question dans l'ouvrage Vers la société du sens. Alors, ceci étant, quand on parle de la ville, on imagine facilement une ville futuriste, un peu genre San Francisco, où on fait du surf, où on est bien, mais il faut bien voir que toutes les villes dans le monde ne sont pas comme San Francisco. Il y a aussi de grandes métropoles comme Lagos qui se heurtent à énormément de problèmes, de bidonvilles, d'environnement, et donc l'avenir doit prendre en compte ces deux types de villes, à la fois les villes riches et les villes pauvres, et il faudra arriver à trouver un équilibre, arriver à ce qu'il y ait progressivement une certaine convergence des niveaux de vie dans le monde. Alors la ville, le fait que l'on habite de plus en plus dans les villes, ça modifie évidemment les comportements. La ville, c'est un milieu artificiel qui est coupé de la nature. En fait, on est en quelque sorte coupé du cosmos. C'est une société acosmique. Et cette ville, où il y a de fortes concentrations, où donc on est largement coupé de la nature, elle est confrontée à de graves crises. On le voit bien avec notamment la récente pandémie. Alors la question va être dans l'avenir de savoir comment cette ville peut devenir résiliente et comment on peut répondre aux crises actuelles et puis aux crises qui inévitablement vont se produire dans l'avenir. Alors, de manière, je dirais, standard, on nous propose des solutions technologiques. Les solutions qu'on nous propose, c'est la smart city, la cité intelligente. Quand on dit cité intelligente, c'est cité hyper connectée et robotisée. Alors, il est clair que la technologie a un rôle à jouer. C'est incontestable, et notre échange par la voie numérique montre bien toute l'utilité de la technologie. Ceci étant, je suis convaincu, et je crois que Pénélope l'a bien fait ressortir, et d'autres intervenants l'ont fait aussi ressortir, que ce n'est pas la technologie qui va régler les problèmes de fond, et ce sont plutôt les changements de comportement. Alors, dans le cadre du milieu urbain, comment peut-on espérer aller vers une société plus harmonieuse? Alors, je ne vais pas avoir le temps de développer, je vais essayer d'être bref, et je voudrais évoquer simplement 3 points qui me paraissent essentiels. Alors, le premier point, c'est que pour réunir une communauté humaine de manière harmonieuse, il faut sans doute remettre en question les métropoles tentaculaires, anarchiques qui se sont développées, et revenir à une société qui s'accorde mieux à son environnement. C'est à cette condition que l'on pourra aller vers l'écocité, une cité symbiotique qui incorpore des jardins et des potagers, qui peut subvenir en partie à ses propres ressources. En ceci étant, cela suppose, malgré tout, d'accepter un changement dans le mode de vie. On peut concevoir une écocité qui est faite pour les très riches, bourrée de technologies, mais ça ne pourra concerner qu'une minorité. Si on veut aller vers une écocité qui est ouverte à l'ensemble de la population, eh bien, il faudra inévitablement réviser les comportements, accepter un mode de vie plus frugal, réduire la place de l'automobile, et aller vers des solutions de recyclage. On connaît bien tous les impératifs dans ce domaine. Donc, c'est un premier point. La ville harmonieuse de demain, c'est une ville qui devra harmoniser l'environnement, l'urbain, revenir à un développement urbain pensé, réfléchi, et une certaine culture. Et ça, c'est le deuxième point important que je voulais mettre en avant. Il me paraît essentiel de mettre en avant les valeurs immatérielles, parvenir à une communauté de culture. Alors, plus qu'une cité intelligente, plus qu'une smart city, il va nous falloir une cité des intelligences,
Donc une cité intelligente, une cité des intelligences, une cité au sein de laquelle chacun peut contribuer à construire un avenir meilleur. Donc on l'a déjà évoqué, c'est une cité du savoir, mais c'est aussi une cité d'échange, de débat, où chacun participe à la vie publique. Et donc, j'en arrive au troisième point, au dernier point que je voulais évoquer ce matin. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi renoncer à l'individualisme exacerbé qui prévaut dans nos sociétés occidentales jusqu'à présent. Ce que nous avons appelé dans la société du sens, envers la société du sens, le monde plat actuel, et se tourner davantage vers les valeurs collectives, des valeurs collectives que l'on trouve plus largement répandues dans des pays en développement, dont il faudra peut-être s'inspirer. En Afrique, on trouve la notion d'Ubuntu, qui est la notion justement de communauté, de solidarité. Donc, aller vers un monde plus solidaire, préserver les communs et développer la coopération plutôt que la compétition. Alors maintenant, bon, tous ces changements de comportement, on peut dire qu'ils sont en germe. Maintenant, est-ce qu'ils vont se produire? Est-ce qu'on va effectivement aller vers un monde comme celui-là? Bon, encore une fois, en prospective, on ne peut pas être affirmatif. Beaucoup d'événements peuvent se produire qui peuvent changer la donne. Chacun de nous doit, je pense, essayer de travailler à ce que ce soit le meilleur scénario qui puisse advenir. Voilà ce que je voulais vous dire. Superbe, merci beaucoup Alexandre et merci à tous les intervenants de la table ronde. La table ronde va arriver à sa fin. Comme l'a dit Pénélope, je tiens aussi à remercier Jérémy pour tout le travail qu'il a fait pour mettre en place tous les événements des universités d'été. C'est déjà le dernier jour, absolument, on peut applaudir.